Sébastien Chenu, un jeune Malien sans papier devenu un héros depuis qu'il a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris. Il est reçu ce matin par Emmanuel Macron à l'Élysée. Faut-il le régulariser, comme le souhaite Anne Hidalgo par exemple ? Deux choses sur le cas de ce jeune Malien. Il faut probablement le régulariser parce qu'il a eu un acte courageux, civique, exemplaire, et il mérite en cela l'accueil et la confiance de notre République, de notre pays. Autre chose, combien de Français sont reçus à l'Élysée pour sauver leurs compatriotes chaque semaine ou chaque jour? Il y en a partout en France, mais il n'y a pas de vidéo pour ces braves gens partout en France. L'émotion suscitée tout le week-end peut-être explique ce bien sûr, mais ça aussi. montre à quoi est attaché Emmanuel Macron en réalité. Il est attaché à la communication et aux bénéfices qu'il peut tirer de celle-ci. Alors oui, ouvrons les portes de notre pays à un jeune homme qui a servi finalement l'intérêt général et a servi la France à travers cet acte héroïque. Et de l'autre côté, ne soyons pas dupes de ce que fait Emmanuel Macron. Cette utilisation, cette récupération, etc., me semble quand même un peu limite. Moi, je le connais et on a chaque année dans nos départements, là, il y a eu encore dans le Nord, cette année, des hommes ou des femmes qui, à un moment, risquent leur vie pour sauver l'un de nos compatriotes. Ils ne sont pas reçus à l'Élysée. Leur geste est tout aussi fort pourtant. Alors dans l'actualité sociale, cette fois-ci, on est maintenant dans le 23e jour de grève à la SNCF. Alors il y a quelqu'un, Édouard Philippe, qui est optimiste puisqu'il dit qu'on rentre dans une nouvelle phase. Alors pourquoi il dit ça? Parce que l'État va reprendre une partie de la dette et parce que des amendements inspirés de l'UNSA et de la CFDT vont être examinés au Sénat à partir de demain. Est-ce que vous partagez son optimisme? Édouard Philippe sait qu'il peut compter sur ses alliés des Républicains, en tout cas ce qu'il en reste au Sénat, pour terminer, pour faire aboutir finalement ce projet de loi. Donc il a raison d'être optimiste. Tout cela est en train de se terminer avec des questions qui restent en suspens. Hier, l'État annonçait que Réseau SNCF devait investir 200 millions d'euros par an sur son réseau. Où vont-ils prendre l'argent? Est-ce que vous saluez des avancées? Est-ce que vous dites que c'est des avancées? La reprise de la dette, par exemple. Non, mais la reprise de la dette, quel gag! 35 milliards. Non, mais enfin, écoutez, quel gag! C'est évidemment la dette de l'État. C'est l'État qui a caché cette dette. Je rappelle qu'Alain Juppé avait caché cette dette de la SNCF dans l'appareil d'État. Donc, de toute façon, il fallait bien, à un moment ou à un autre, en sortir de cette façon-là. On a fait tout un pataquès autour de cette reprise de dette. On savait très bien que ce serait à l'État d'éponger les décisions qui ont été des décisions stratégiques et politiques. Madame Borne, à l'époque, était directrice de la stratégie. Aujourd'hui, elle est ministre des Transports. Des décisions qui ont été prises à une époque. Donc, voilà, c'est un peu le chien qui se mord la queue. La question, c'est la suite. Que va devenir SNCF Réseau? Comment va-t-il faire ses investissements, les petites lignes, etc. Alors, on a quand même un peu de mal à vous suivre sur la question de la SNCF, parce que vous êtes à la fois pour le maintien du statut des cheminots, vous êtes contre la grève perlée. Non, on a une position qui est claire. On trouve que cette réforme n'est pas la bienvenue. Nous, on souhaitait un vrai débat sur la SNCF comme outil public d'aménagement du territoire. On en a été privé. À partir de là, on considère que mettre en avant le statut du cheminot, dont on a bien vu qu'il n'était pas responsable de l'endettement de la SNCF. On a bien vu que ce n'était pas ça. On a essayé de pousser les Français les uns contre les autres en mettant à la vindicte le statut des cheminots. Nous, on était prêts à regarder entre les administratifs et les roulants. Il y a deux types de personnel à la SNCF. Un statut, ce n'est pas un privilège, ça correspond à des contraintes. Travailler le dimanche, les jours fériés, etc. Mais on peut mettre les choses sur la table. Mais commencer par cela en disant il faut en finir avec le statut du cheminot qui est la cause de tous les soucis de la SNCF, c'est oublier, ou en tous les cas ne pas vouloir voir en face, qu'il s'agit surtout de décisions stratégiques majeures qui ont été prises pendant 30 ans et qui nous ont emmenés dans cette situation. Donc on était contre cette réforme, on y est hostile, mais de l'autre côté, on peut trouver que cette grève menée par des syndicats ultra politisés comme la CGT, qui ont appelé à voter Emmanuel Macron, est complètement ringard. On peut aujourd'hui, peut-être en 2018, y procéder autrement lorsqu'on veut entamer un bras de fer avec le gouvernement qui, en matière de négociation sociale, a un zéro pointé. Alors justement, vous parliez du bras de fer. Qu'avez-vous pensé de la mobilisation de samedi? La CGT a manifesté avec beaucoup d'organisations politiques, dont la France Insoumise. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui dit que s'il y avait peu de monde, c'est que les Français commencent à sentir enfin les bienfaits de la politique gouvernementale? Non, pas vraiment. Je pense que s'il y avait peu de monde, c'est que, les gens ont
plutôt peur d'arriver dans des manifestations où il y aurait des violences, les Black Blocs, etc. Et deux, c'est l'absence totale de crédibilité des syndicats qui, pendant toutes les élections présidentielles, disent votez Macron, votez Macron, votez Macron, et ensuite disent ah bah Macron, c'est pas beau ce qu'il fait. Après le premier tour, la CGT a appelé à faire barrage au Front National. Il n'y a pas eu que la CGT d'ailleurs. Donc l'absence totale de crédibilité des syndicats. Mais il faut bien voir qu'il y a aussi une France qui ne manifeste pas, qui ne descend pas dans la rue et qui a des réserves ou une hostilité ou une contestation aussi de la politique d'Emmanuel Macron. On peut contester la politique d'Emmanuel Macron sans forcément défiler. Donc je crois que Gérard Collomb ferait bien d'être beaucoup plus attentif et le président de la République aussi. Ils ont perdu... Faisons attention au sondage, hein. Mais bon, évidemment des points encore de confiance chez les Françaises et les Français qui ne savent pas où Emmanuel Macron les emmène. Gérard Collomb pense que les manifestants, les organisateurs des manifestations sont trop passifs face aux casseurs. Vous partagez ce point de vue ? Moi, j'aimerais bien que Gérard Collomb, lui, soit un peu plus actif surtout. Il est ministre de l'Intérieur, j'attends de lui qu'il protège les Français. Or, que ce soit dans le débat parlementaire, lorsqu'on lui fait des propositions, ou que ce soit dans la capacité à mettre des forces en présence, je pense à la gestion déplorable du 1er mai, nous avons demandé, en ce qui nous concerne, une commission d'enquête, eh bien Gérard Collomb n'est pas au rendez-vous de la protection des Français. Donc que Gérard Collomb se concentre sur sa mission de ministre de l'Intérieur, ce sera très bien lorsqu'il aura des résultats. On voudrait avoir votre avis sur ce qui s'est passé au Pontet, près d'Avignon, où des militants pro-Erdogan, le président turc, ont fait retirer une affiche du magazine Le Point consacrée au dictateur Erdogan, c'était le titre. Est-ce que pour vous c'est anecdotique, c'est dans une ville, ou est-ce que c'est très grave ? Ce n'est pas anecdotique parce que lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression, rien n'est anecdotique. Nous sommes en France, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons dire qu'Erdogan est peut-être un dictateur, nous pouvons le dire, nous pouvons le penser, nous pouvons contester la politique qu'il mène et les journalistes peuvent l'écrire exactement où ils veulent et comme ils veulent. Que des gens considèrent que ceci doit être censuré, puisqu'il s'agit d'un acte de censure, me paraît grave, condamnable, et en tous les cas, il va falloir qu'ils comprennent qu'ici en France, c'est la liberté, que personne ne nous fera reculer en ce qui concerne la liberté d'expression. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde, Nous, ça ne nous plaît pas quand on dit des horreurs sur le Front National, et pourtant, on préfère qu'on puisse en dire que vivre dans un pays où ça ne serait pas possible. Projet de loi sur l'alimentation à l'Assemblée nationale, vous avez protesté contre l'abattage rituel. Vous maintenez votre position ? Oui, bien sûr. Ce projet de loi, ce projet de loi, il est très vide. Je dois dire que nous y sommes allés un peu, la fleur au fusil, en se disant on va peut-être pouvoir réellement avancer en ce qui concerne la relation commerciale entre les producteurs, les consommateurs, etc. Et puis il y a le chapitre, l'article 13, sur lequel nous étions hier soir, qui est la souffrance animale. Effectivement, hier, sur cette question de vidéo, dans les vidéoprotections, vidéosurveillance dans les abattoirs. Moi, je dis que je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Bon, je l'ai voté, mais ça ne réglera pas le problème. Si on parle de souffrance animale, et c'est parce que j'ai rencontré des syndicats de bouchers, des syndicats de professionnels qui m'ont expliqué que la souffrance animale, elle existe notamment en cas d'abattage rituel, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'étourdissement de la bête. Eh bien, j'ai voulu qu'on ouvre ce sujet. Si on parle de souffrance animale, la France est un des premiers pays qui pratique l'abattage rituel en Europe. L'un des premiers où on en pratique le plus. Impossible d'ouvrir ce dialogue. C'est un tabou absolu. L'abattage rituel dans notre pays est un tabou. Il faudra bien en parler un jour parce que moi j'ai le sentiment, et d'après mes échanges avec effectivement les professionnels de cet univers, qu'une très grande majorité d'abattoirs dans notre pays procèdent à l'abattage rituel sur de la viande qui ensuite est vendue aux consommateurs qui consomment sans le souhaiter finalement une viande qui a été abattue selon un rite religieux auquel ils ne souscrivent pas ou n'adhèrent pas. On passe aux européennes. Sébastien Chenu, il y a embouteillage à droite de la droite, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, le Front National. Où en êtes-vous concrètement, vous, de vos alliances pour ces européennes ? Bon, d'abord, c'est un peu classique. Aux dernières élections européennes, il y a eu une liste Dupont-Aignan, une liste Marine Le Pen. Il y avait des petites listes de mouvements d'extrême droite type Philippot qui existaient. Donc on retrouve ce schéma-là. Nous, on ne cherche pas à faire de la tambouille ou de la bidouille. On cherche à accueillir toutes celles et tous ceux qui partagent notre vision de l'Europe, qui sont eurocombatifs, j'allais dire, qui veulent combattre l'Union européenne. Vous pouvez avoir des
partis politiques, des mouvements politiques. DLF en fait partie, nous leur tendons la main, nous leur disons voulez-vous faire quelque chose avec nous? Il semblerait que Nicolas Dupont-Aignan ait envie de faire cavalier seul. Bon, il l'a fait la dernière fois. Il appelle un rassemblement comme vous appelez un rassemblement. Très bien. Seulement personne ne veut céder la place à l'autre. Tout le monde veut être en tête de liste. Nous, on est très ouverts sur ça. Mais à partir du moment où la présidente de notre mouvement politique a dit qu'elle n'était pas elle-même tête de liste, ça montre bien. Alors écoutez, on a plusieurs possibilités. Par exemple, quelqu'un de la maison, rassembleuse. Ou quelqu'un de la maison, ou quelqu'un à l'extérieur de la maison. Je vous rappelle que le Front National a déjà, il y a quelques années, ouvert sa liste en plaçant numéro 2 le petit-fils du général de Gaulle, Charles de Gaulle. Vous êtes favorable à cette stratégie-là, placer quelqu'un en dehors du Front National? Pour la tête de liste, ou en tous les cas dans le peloton de tête, il faut accueillir ou ouvrir très largement notre liste. Mais elle va être ouverte très largement. Et il y aura des gens qui viennent de différentes sensibilités politiques, et pas uniquement forcément de la droite. On discute avec beaucoup de monde, c'est encore un peu tôt. Mais tant qu'on ne sait pas si les partis politiques veulent travailler avec nous, difficile, on ne va pas décider seul de la tête de liste. Si demain Nicolas Dupont-Aignan nous dit « Ok, on y va ensemble », eh bien on regardera ensemble qui mène la tête de liste. S'il nous dit « Je veux vivre une aventure personnelle, c'est important pour moi d'avoir mon nom sur le bulletin de vote », si c'est lui la tête de liste, s'il veut partir en tête de liste, vous excluez de vous retrouver derrière lui. Écoutez, on est quand même les principaux, j'allais dire, pourvoyeurs de voix dans cette affaire-là. Donc on souhaite en tous les cas pouvoir choisir la tête de liste en accord avec les autres mouvements politiques, si vous avez une alliance avec eux, et pouvoir organiser les choses. Mais ça ne peut pas être un parti politique qui écrase un autre, en tous les cas, surtout pas un parti politique qui effectivement est de plus petite importance. Mais tout ça, c'est de la cuisine. L'important, c'est le message qu'on va passer. Finalement, on est les seuls à pas être, j'allais dire, il y a les euros soumis, les euros, ce sont les républicains, ils sont soumis, les euros conquis, Macron, conquis par l'idée de cette Union européenne, les euros ambigus, Mélenchon, et puis les euros combatifs. Et dans ce cadre-là, les euros combatifs, on trouve le Front National et on l'espère un certain nombre d'hommes et de femmes. L'Europe toujours. En Italie, le président de la République vient de refuser de nommer un ministre de l'économie eurosceptique. Votre avis ? Oui, moi j'ai le sentiment que ce président de la République outrepasse sa fonction. J'y vois deux soucis. Le premier, c'est que les Italiens ont voté, leurs représentants ont trouvé un accord, un terrain d'accord, un programme de gouvernance, et on a un président qui est un président, j'allais dire, qui est juste quasiment décoratif. Il n'est pas dans la vie politique concrète, ce président, et bien qui vient dire non, ça ne peut pas être un ministre. Il garantit tout de même les traités. Il garantit que l'Italie respecte ses signatures. Non, mais d'accord, mais enfin, des traités, ça évolue. C'est même fait pour ça, d'ailleurs. Mais de l'autre côté, j'y vois la patte de l'Union européenne. Évidemment, le scrutin n'a pas plu à l'Union européenne et l'Union européenne fait pression contre les peuples, encore une fois. C'est toujours la même chose, une Europe carcérale. Sur ce point-là, qu'avait été le point faible de Marine Le Pen lors du débat, est-ce que vous avez mis au clair votre ligne sur l'Europe ? Oui, je crois que vous avez bien compris que nous, on souhaite l'Europe des nations. Alors vous me direz, l'Europe des nations, ça a été théorisé il y a très longtemps par Michel Poniatowski. C'est une Europe dans laquelle les nations s'entendent librement entre elles sur des projets. Elles l'ont déjà fait tout au long de leur vie. Mais il n'y a pas besoin d'une Europe supranationale, d'un gouvernement européen, d'une commission européenne qui vienne nous dire de façon descendante comment on doit gérer nos politiques migratoires, comment on doit gérer nos actes législatifs, c'est-à-dire nos lois. On souhaite que les nations libres définissent leur politique nationale et entre elles coopèrent. C'est l'inverse de ce qui se passe en ce moment. Marion Maréchal, maintenant on l'appelle comme ça, ouvre une école de formation à Lyon. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique? Et qu'est-ce que vous pensez de ces sondages? Elle apparaît dans le dernier sondage BVA au-dessus même de la cote de Marine Le Pen. Mais moi je trouve ça formidable qu'on puisse nourrir le débat d'autres façons. Marion Maréchal nous a indiqué qu'elle ne souhaitait plus faire de politique. Très bien, ou j'allais dire Marion Maréchal Le Pen ne voulait plus faire de politique. Marion Maréchal souhaite promouvoir un certain nombre de nouvelles activités qui sont liées, ce qu'on appelle c'est de la métapolitique, qui sont liées à la réflexion, à la formation, etc. Moi j'ai toujours pensé que nos idées gagneraient si d'abord elles gagnaient culturellement, si d'abord elles infusaient dans les têtes de celles et ceux qui nous dirigent, des décideurs économiques, etc. Eh bien je pense que Marion Maréchal va nous permettre de faire gagner nos idées grâce à ce qu'elle fait, grâce à d'autres évidemment demain, mais je pense que c'est un bon point dans le combat national que nous menons. Sébastien Chenu, que vous inspire le choix très net des Irlandais d'autoriser l'avortement, un choix historique pour cette nation? Je trouve ça plutôt bien.
Les Irlandais font exactement ce qu'ils veulent. Hein. Je n'ai pas de commentaires à faire sur la politique intérieure de l'Irlande. Moi, je suis attaché aux libertés individuelles, à celles-ci aussi, en tous les cas, tout comme Marine Le Pen. Et je crois que les Irlandais l'ont fait très nettement, sans qu'on puisse aujourd'hui le contester. La victoire était très nette. C'était très bien, je crois, d'aller au référendum. Moi, je pense que les sujets de société doivent être traités par la société. Ça évite une société qui se bloque, qui se crispe, des heures de débat dans un Parlement. Ils l'ont fait de façon adulte, il faut les saluer.